Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Polat et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast MBA MCI, Marketing Digital et E-Commerce. Dans ce nouvel épisode, je suis accompagnée de Léonie Makakwe, étudiante en part-time. Bonjour Léonie. Bonjour Séville. Léonie, tu travailles également pour une association qui œuvre pour l'emploi des personnes handicapées et nous parlerons aujourd'hui de l'accessibilité numérique. Léonie, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours et l'association et nous définir également ce que c'est l'accessibilité numérique? Merci Séville pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc oui, je travaille à la GFIP, qui est une association qui œuvre pour l'emploi des personnes en situation de handicap. J'y suis depuis un peu plus de 4 ans et je suis chargée de communication. C'est donc au cours de cette expérience que j'ai été confrontée aux problématiques d'accessibilité numérique que je n'avais jamais rencontrées avant dans mon parcours en tant que chargée de communication. Et j'ai au sein de la GFIP comme mission d'administrer le site internet, donc de publier des articles et également l'animation des réseaux sociaux. Et je vous en parlerai plus tard, mais vous verrez comment est-ce que l'accessibilité numérique joue un rôle important. Donc tu me demandais ce qu'était l'accessibilité numérique. Je vais vous donner une définition un peu étatique pour qu'on soit tous d'accord. Donc l'accessibilité numérique est un principe qui vise à ouvrir l'accès aux outils numériques. Donc, on les connaît, les ordinateurs, les tablettes, les portables, les logiciels et bien d'autres, à tous, notamment aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment dire que toutes les informations, tout le contenu qui sera publié sur ces outils numériques, c'est se poser la question de savoir comment est-ce qu'on les rend accessibles aux personnes en situation de handicap. Et là, on va se concentrer principalement sur les personnes qui ont des déficiences visuelles. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur l'accessibilité numérique et mon parcours. Très bien. Et pourquoi aujourd'hui, selon toi, les entreprises et les organisations doivent s'y intéresser, ce sujet? Enfin, effectivement, c'est un sujet pour moi que je trouve intéressant. Pourquoi? Déjà, je vais te donner quelques chiffres, je vais vous en donner. Aujourd'hui en France, selon la Fédération des aveugles de France, on compte 1,7 million de personnes atteintes d'un trouble de la vision. Donc je pense que toutes ces personnes-là, 1,7 million de personnes, ces personnes ont droit à avoir accès à des informations en ligne. Et puis on sait qu'on est dans une société qui est de plus en plus numérisée. On est presque où on évite tout ce qui est papier, on veut passer au 100% numérique. Et donc, il faut penser à ce que toutes les informations qui seront diffusées en ligne soient disponibles et soient consultables aux personnes qui ont des déficiences visuelles. As-tu un chiffre mondial? Oui, j'ai bien fait mes recherches civiles et là, on parle juste d'estimation parce qu'on n'est pas en capacité d'avoir un chiffre qui soit juste. Mais dans le monde, il semblerait que 203 millions de personnes aient une déficience visuelle et parmi ces 203 millions de personnes, il y aurait 36 millions qui seraient aveugles. Donc, c'est une population qui est importante, comme tu le vois, et c'est une population à laquelle, je pense, il ne faudrait pas se fermer et surtout penser à leur mettre à disposition tout ce que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap peuvent consulter. Et du coup, pourquoi est-ce que les entreprises devraient s'y intéresser? Déjà parce que ça concerne une population large et je pense que ça relève d'une démarche inclusive et responsable des entreprises, puisque ne pas mettre à disposition des informations à tout ce public-là, ça revient, à mon sens, à se fermer à de nouveaux clients. Ça revient également à se fermer à de nouveaux talents pour les entreprises, à de nouvelles rencontres, à de nouveaux prestataires. Enfin, c'est tout un champ de personnes auxquelles on se ferme pour l'entreprise. Et surtout, c'est vrai il y a aussi un côté contraignant, c'est que l'accessibilité numérique est aussi une obligation légale qui est régie par la loi et qui oblige tous les sites internet à être accessibles aux personnes en situation de handicap. Il existe d'ailleurs une norme qui est la norme RG2A, qui permet de classifier les sites internet en fonction de leur niveau d'accessibilité, avec un pourcentage et qui dit, par exemple, ce site est accessible à 80% par exemple ou à 30%, et il faut essayer de respecter cette norme.
Dans quel cas es-tu confrontée à cette problématique dans ton travail? Bah, alors cette problématique-là, moi, j'y suis confrontée au quotidien parce que, notre site internet, les cibles principales, hein, si je parle en termes marketing, les cibles principales du site de la GFIP, ce sont, d'une part, les personnes qui sont en situation de handicap à la recherche d'un emploi, par exemple, ou en emploi, les entreprises également et les conseillers à l'emploi. Donc comme tu vois dans nos 3 cibles principales, nous avons la cible personne en situation de handicap et rien n'empêche que, la personne qui vient visiter, le site internet de la GFIP soit une personne qui a une déficience visuelle, et qui souhaite avoir des informations, par exemple, sur les aides qu'elle peut avoir. Donc, une fois que moi, par exemple, je dois mettre un article en ligne, il faut que je veille à ce que cet article soit totalement accessible et qu'il respecte, les normes d'accessibilité. Et pour ce faire, au sein de notre association, on a été formés, par une agence spécialisée, sur la conformité, de l'accessibilité, sur, la rédaction, d'articles et de contenus accessibles, qui permettent de faciliter l'expérience utilisateur et aussi, la lecture vocale. Très bien. Est-ce que tu as des conseils à partager avec nous pour avoir du contenu inclusif? Alors oui, 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 j'en ai et je vous partage cela avec, plaisir. Donc lorsqu'on parle, d'un article ou d'un contenu qui est en ligne sur un site internet, heu, je vais vous donner quelques tips, hein, pas tous, mais au moins, ceux qui vous permettront de créer vos premiers articles accessibles. Je vais commencer par le premier qui est, la structure de l'article. Donc il est important d'utiliser les balises de hiérarchisation qui sont les balises HN. Donc les balises titres et les balises de paragraphes sont très importantes parce qu'elles permettent, de structurer l'article, aussi bien visuellement pour les personnes qui le voient, mais pour les personnes en situation de handicap, au moment de la lecture, ça leur permet de savoir à quel, niveau on se situe. S'il s'agit d'un sous-paragraphe ou d'un paragraphe, c'est très important pour elles et ça leur permet de suivre. Autre tips, c'est par exemple, le fait d'expliciter les liens. Il est important lorsqu'on met un lien, dans un article ou dans un contenu, de mettre, le nom, si je puis dire, le nom du lien, au lieu de mettre, par exemple, «cliquez ici», qui n'a pas réellement de sens lorsqu'il est à la lecture vocale. En fait, il faut vraiment se mettre à la place de la personne et de se dire qu'elle n'a pas une lecture seule, mais elle a un audio qui lui lit l'article et l'audio lui dira: «Cliquez ici», ce qui n'aura pas d'indication pour elle. Ensuite, un autre tips, c'est d'éviter de sauter, de faire des sauts de ligne parce que les sauts de ligne sont lus par le lecteur vocal et à chaque fois, l'internaute, entendra, par exemple, saut de ligne, saut de ligne, saut de ligne et après, un début de phrase, lorsqu'il arrivera. Donc évitez de sauter des lignes lorsque cela n'est pas nécessaire et un dernier tips qui n'est pas des moindres et qui concerne tout ce qui est visuel. Donc, dans les nouveaux éditeurs, de sites internet, la plupart d'ailleurs, on a, lorsqu'on charge une image, la possibilité de remplir la fonction alt et cette fonction est très, très importante pour les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles puisque le lecteur heu, lit ce qui apparaît, dans la fonction alt. Alors ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous insérez une image, vous remplissez la fonction alt avec une description très claire de ce qui se passe sur l'image, ce qui permettra à la personne, d'avoir cette lecture-là. Encore sur les images, on conseille également d'éviter tout ce qui est images avec beaucoup de texte, parce que le texte ne sera pas lu, par, le lecteur vocal. Il faudra, comme je vous le disais alors, renseigner tout le texte apparaissant sur l'image dans la fonction alt. Donc voilà les 3-4 conseils que je pouvais vous donner pour avoir, un contenu, rapidement accessible. Et puis on se rend compte que ces conseils-là, sont très, très liés, aux conseils, en SEO. Oui, en effet. Si on a un bon contenu SEO, on aura un bon contenu accessible à tous. Depuis des années, on voit aussi que le nombre de personnes présentes sur les réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Donc, qu'en est-il des réseaux sociaux? Peut-on avoir un Instagram, par exemple, accessible sans problème pour les personnes atteintes de troubles de la vision?
Très bonne question, Cécile. C'est vrai que les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps dessus, on est presque addict. Les personnes en situation de handicap aussi s'informent sur les réseaux sociaux. Alors, au fur et à mesure de l'évolution des applications et des différents réseaux, on voit que, par exemple, Facebook, Twitter ou Instagram ont ajouté dans leurs paramètres une rubrique accessibilité. Et dans cette rubrique-là, ça concerne essentiellement tout ce qui est images. Et comme pour les articles, il faudra, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on insère un visuel, il faudra renseigner la fonction Alt qui permettra de décrire encore une fois l'image. Donc, on se rend compte que l'image a vraiment un focus important sur les réseaux sociaux et d'où la retranscription de l'image et la description de l'image qui est très importante. Et pour les vidéos, parce que c'est un format qui est très utilisé, surtout avec l'essor de TikTok, comment peut-on rendre un vidéo accessible? Bonne question également. C'est vrai que les vidéos font partie également des contenus qui doivent être accessibles. Je commençais par exemple par te parler de YouTube, qui est également un réseau social. Donc sur YouTube, on voit que YouTube permet d'avoir tout ce qui est des outils qui sont générés automatiquement. Donc ça permet de garantir l'accessibilité. Mais c'est vrai que les sous-titres générés automatiquement par YouTube ne sont pas toujours très fiables. De notre côté, à la GFIP, ce qu'on fait, c'est de toujours, lorsqu'on produit une vidéo, demander à l'entreprise avec laquelle on travaille de nous produire un fichier sous-titres dédié qui sera totalement fiable, et d'avoir également un fichier avec une transcription. Alors, au cas où on met la vidéo sur notre site internet et que la personne ne peut pas lire la vidéo, n'a pas le temps de le lire, elle aura toujours à disposition la transcription complète de ce qui se dit dans la vidéo, et ça fait également partie des obligations légales. Tu m'as parlé également de TikTok. C'est vrai qu'il y a un réseau social qui est vraiment en vogue et qui a vu un fort essor pendant le confinement. Je me suis renseignée parce que je me suis dit, TikTok, qu'est-ce qui se passe? Donc, TikTok, sur le site internet de TikTok, on nous parle des fonctions accessibilité à venir, mais elles ne sont pas encore en ligne. Donc, hâte de voir ce qui se prépare. Exactement, hâte de suivre donc. Merci Léonie pour ces conseils et de nous avoir sensibilisés sur ce point. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot avant de se quitter? Alors, un petit mot, oui, juste pour clôturer. Ce que je dirais, c'est que moi, tout ce qui était question d'accessibilité numérique, je ne connaissais pas avant d'arriver à la GFIP. Et je me rends compte que ce sont des points vraiment importants, et qu'en tant que futurs étalons que nous sommes, il est important qu'on prenne vraiment conscience de ces questions et qu'on puisse les porter dans nos entreprises. Parfait, je suis bien d'accord. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. À très bientôt sur Podcast MBA MCI pour un nouvel épisode.